Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre, entre ce communiqué vendredi soir de l'Union africaine qui demande la suspension de la proclamation des résultats et cette délégation de l'UA qui renonce finalement à se rendre à Kinshasa? Alors, il s'est passé essentiellement deux choses. La première, c'est que la Cour constitutionnelle n'a absolument pas tenu compte du message que l'UA lui avait adressé, c'est-à-dire que l'UA avait demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs et l'UA a quand même proclamé les résultats avant son arrivée. La deuxième chose, c'est que la SADC a officiellement reconnu l'élection de Félix Tshisekedi, l'a même félicité. Et à partir de ce moment-là, c'était difficile pour cette délégation, qui devait contenir 3 chefs d'État de la SADC, de venir à Kinshasa, puisque de toute façon, une grande partie d'entre elles avait déjà reconnu Félix comme le vainqueur. Qu'est-ce qui s'est joué précisément en coulisses entre les chefs d'État de l'Union africaine? Alors, c'est difficile à savoir, on n'a pas le détail de leurs échanges. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a certaines dissensions entre eux sur cette question. Il y avait pas vraiment d'unité. Il y a des dissensions déjà au sein de la SADC, notamment entre l'Angola, qui était sur une ligne beaucoup plus ferme, et l'Afrique du Sud, plus conciliante vis-à-vis des autorités congolaises. Et puis, au sein même des instances continentales, on sait que la SADC n'est souvent pas vraiment sur la même ligne que le Rwanda, qui aujourd'hui occupe la présidence tournante. Donc toutes ces divisions finalement ont fait que c'était trop difficile d'avoir une pression, on va dire, concertée. Y a-t-il eu également du côté congolais des éléments qui ont participé à ce revirement de l'Union africaine, par exemple? Évidemment, le camp du président Joseph Kabila a tout fait pour essayer de jouer sur cette division. On sait que dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont envoyé des délégations à plusieurs endroits du continent, notamment une à Kigali qui était menée par le chef des renseignements, Kalev Mutonde. Il y en avait une autre qui a été envoyée à Pretoria. Là, c'était Kikaya Bin Karoubi, le conseiller diplomatique du président, qui l'a menée et qui a vu Cyril Ramaphosa le samedi. Finalement, est-ce que le président Paul Kagame était la personne adéquate pour diriger cette mission de l'Union africaine? On sait qu'il est très clivant quand même en RDC. Oui, il est très clivant en RDC puisque ces deux pays ont une histoire vraiment tumultueuse ensemble. Maintenant, il ne l'a pas fait au nom du Rwanda, il l'a fait en tant que président en exercice de l'Union africaine. C'est un poste qu'il occupe encore jusque février, donc son mandat là, touche vraiment à sa fin. Et on sait qu'il est aussi en charge de la réforme de l'Union africaine. Donc je pense que Paul Kagame a vraiment à cœur de montrer une image très volontariste, une UA plus efficace, plus interventionniste peut-être. Mais c'était sans compter le fait peut-être que l'Union africaine, ça reste une institution intergouvernementale. Si des chefs d'État ne sont pas d'accord, eh ben, elle est paralysée. Est-ce qu'il y a un double jeu du président sud-africain Cyril Ramaphosa? Alors un double jeu, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ce qui est certain, c'est que au niveau de la SADC, à chaque fois, il a réussi à imposer des positions assez conciliantes vis-à-vis de Kinshasa. Au niveau de l'Union africaine, où il était peut-être moins influent, disons plutôt où son influence était un peu diluée, il n'a pas réussi à faire la même chose. C'est vrai aussi que derrière, pour l'Afrique du Sud, il y a des intérêts importants. L'Afrique du Sud, notamment, veut bénéficier du barrage d'Inga 3, qui doit être construit sur le fleuve Congo. Donc tout ça a dû jouer dans sa position.